Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. C'est une vidéo très spéciale que nous sortons aujourd'hui, car elle fait voler en éclats près de 50 ans de mensonges sur l'état de la France et de son économie. Initialement, cette vidéo devait porter sur la réforme des retraites et sortir il y a maintenant quelques semaines. Nous voulions alors questionner le paradoxe apparent entre, d'un côté, une décision de l'exécutif s'inscrivant dans la lignée de nombreuses autres, ayant pour conséquence concrète de rendre plus difficile le quotidien de millions de Français ressentant déjà une chute de leur niveau de vie, et d'un autre côté, les discours ressassés encore et encore par les membres du même exécutif, insistant en permanence, chiffres à l'appui, sur la grande vigueur de notre économie. Bruno Le Maire, Elisabeth Borne ou encore Emmanuel Macron ne cessent de le répéter, la France va bien. Elle n'aurait même jamais été aussi riche. Nous nous dirigeons apparemment vers le plein emploi, le nombre de créations d'entreprises crève le plafond et notre produit intérieur brut, principal indicateur de la richesse d'un pays, continue de croître malgré la crise du Covid et la guerre en Ukraine. Avec une situation aussi favorable, un léger déficit de caisse de retraite ne devrait absolument pas être un problème nécessitant de faire travailler les gens 2 années de plus ou de les condamner à une retraite au rabais. Et, plus généralement, comment expliquer, si notre économie se porte au mieux, que la plupart des décisions prises par le gouvernement soient vécues par une majorité de ménages comme des attaques contre leur pouvoir d'achat ou contre leur qualité de vie? En bref, si l'argent coule à flot, comme nous le dit l'exécutif, pourquoi exiger des Français toujours plus de sacrifices? Il y a là une contradiction profonde qui appelle des réponses. Mais ma responsabilité, c'est aussi de dire la vérité aux Français, de dire que si on ne fait pas cette réforme des retraites, c'est notre système par répartition qui ne tiendra pas. C'est une réforme ou la faillite. Et chacun d'entre nous doit entendre cela. Soit la France va s'appauvrir, soit nos enfants s'appauvriront, soit nos petits-enfants s'appauvriront. Et je le dis avec beaucoup de force, arrêtons de jouer avec les peurs des Français. Et quand les Cassandres nous annonçaient en décembre qu'il y allait avoir une multiplication de faillites, la récession pour la France, que les nuages s'accumulaient, nous avons continué à expliquer que l'économie française résistait. Et grâce à notre action collective, nous avons soutenu la croissance, contenu l'inflation à des niveaux inférieurs à ce que connaissent nos voisins et porté le chômage à son plus bas depuis 15 ans. Quand on regarde ce qui se passe depuis maintenant plus de 5 ans, nous sommes en train de réussir ce que la France n'avait jamais réussi depuis un demi-siècle, aller vers le plein emploi. Alors, l'économie française se porte très bien. Or, une réponse, il y en a une toute trouvée, elle aussi ressassée encore et encore, chiffres à l'appui, cette fois par les opposants au gouvernement. Toute cette richesse serait en réalité détournée par une infime minorité d'ultra-riches, par une poignée de milliardaires récoltant depuis leur yacht de luxe les fruits du travail des 99%, et dans les poches desquels l'État n'aurait donc qu'à piocher pour financer nos retraites, voire même, pourquoi pas, pour mettre fin à la misère. Pourtant, au fil d'actu, cette explication ne nous semblait pas satisfaisante. Alors, partant de cette intuition et de la volonté de mieux comprendre le problème, nous avons entrepris de lever le voile sur l'état réel de notre économie. Pendant des semaines, nous avons étudié en détail le concept, la signification, les implications et jusqu'à la structure même de notre richesse nationale. Et au fil de nos recherches, nous avons découvert quelque chose d'énorme. Nous avons découvert que les indicateurs économiques habituellement utilisés par les politiques de tous bords, à commencer par le principal, le PIB, produit intérieur brut, étaient en fait conçus de telle manière qu'il nous montre le réel au travers d'un prisme déformant. Il sert à masquer la réalité d'une économie structurellement défaillante. Petit à petit, nous avons eu confirmation de ce que nous pressentions, à savoir que notre pays, la France, avait été, depuis des décennies, méthodiquement et littéralement pillé de ses richesses et de ses capacités à en créer, au point qu'aujourd'hui, il ne soit même plus possible d'assurer des conditions de vie correctes à la majorité sociale du pays, à des millions de personnes qui pourtant ne demandent rien de plus que de pouvoir contribuer au bien commun. Et ce qui, au final, nous est apparu crûment, c'est que, par bien des aspects, le pays est aujourd'hui plus pauvre qu'il y a 50 ans. Et que s'imaginer remettre les choses en ordre simplement en répartissant mieux les richesses, eh bien, c'est totalement illusoire. Que si l'on ne voulait plus subir encore et encore les politiques mortifères décidées par une poignée de véritables traîtres à la nation,
il n'y a désormais d'autre choix que d'envisager une refonte en profondeur de notre modèle économique, politique et social, dont les contours restent encore à préciser, mais qui s'annonce déjà d'une ampleur à minima comparable à celle des bouleversements opérés lors de la libération de 1945. Mais comment en sommes-nous arrivés à une telle conclusion ? Qu'avons-nous découvert exactement et quels questionnements ces découvertes soulèvent-elles, bien au-delà du débat sur les retraites qui occupe la classe politique depuis des mois ? Le moment est venu de partager avec vous, dans la suite de cette vidéo, le déroulé et les conclusions de nos travaux. De manière générale, il y avait peu de chances que la perspective de travailler 2 années de plus à un âge où la fatigue commence à se faire sentir soulève l'enthousiasme des Français. Mais si un tel sacrifice était apparu comme une nécessité, sans doute le projet gouvernemental visant à imposer cela n'aurait pas mis le feu aux poudres. À l'inverse, c'est aujourd'hui un sentiment de profonde injustice qui domine, comme si, avec cette réforme, Emmanuel Macron et son équipe n'avaient d'autres projets que d'imposer des souffrances injustifiées aux Français. Une impression que les chiffres semblent totalement confirmer. D'autres l'ont déjà démontré maintes et maintes fois ces derniers mois, et en faire à nouveau la démonstration complète ici serait une perte de temps. D'un point de vue purement comptable, celui pourtant adopté par l'exécutif, rien ne justifiait en cette année 2023 de reculer l'âge de départ en retraite des Français. Pour cause, si, comme on nous l'a martelé au sommet de l'État, les gens vivent de plus en plus longtemps, faisant grimper la proportion de retraités par rapport aux actifs, ce phénomène est largement compensé, du même point de vue comptable, par une hausse de la richesse nationale, de la valeur ajoutée générée chaque année par l'activité économique. Ces derniers mois, leaders syndicaux et politiques opposés à la réforme des retraites ont souligné de concert les hausses records de productivité enregistrées par la France ces dernières décennies et un produit intérieur brut, donc indicateur de référence de la richesse nationale, plus élevé que jamais en 2022, atteignant des niveaux supérieurs à ceux enregistrés avant la crise du Covid. D'ailleurs, dans une publication datée de janvier, ce sont même des agents de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, soutenus par les principaux syndicats de leur branche d'activité, qui confirmaient cela. Si, depuis 1960, le nombre de cotisants pour un retraité avait été divisé par 2,4, la productivité horaire du travail, elle, avait été multipliée par plus de 5. Et pour ce qui est du produit intérieur brut, les chiffres officiels montrent entre 1976, nous verrons tout à l'heure pourquoi nous avons choisi cette année-là, et 2019, une hausse de 127%, une fois pris en compte les effets de l'inflation. Ce qui veut dire que selon l'INSEE et la comptabilité nationale, la France a produit, en 2019, quasiment 2,3 fois plus de richesses qu'elle n'en produisait 43 ans auparavant, et ce, malgré la baisse du ratio actif-retraité. De quoi, donc, a priori, largement assurer la pérennité du système des retraites et permettre globalement aux Français de vivre mieux. Et de tout cela, il serait facile de déduire que la France ne souffre pas tant d'un déficit de sa richesse que d'une mauvaise répartition de cette dernière. Pour faire simple, préserver, voire améliorer le niveau de vie de tout le monde serait largement possible à la condition que la richesse ne se concentre pas toujours plus entre quelques mains. D'ailleurs, au moment même où le Parlement français se saisissait de la question des retraites, dans le courant du mois de janvier, sortait un rapport de l'association Oxfam, largement commenté sur les réseaux sociaux, confirmant qu'une part de plus en plus importante des richesses, à l'échelle mondiale cette fois, était captée par une toute petite minorité d'ultra-riches. Et prolongeant les conclusions de ce rapport, la branche française de l'ONG nous rappelait, elle, au détour d'un argumentaire sur les retraites disponible sur son site internet, qu'au sein de notre propre pays, de nombreux milliardaires, à commencer par le plus riche de tous, Bernard Arnault, s'étaient considérablement enrichis ces dernières années à la faveur d'une politique fiscale très largement pensée, il est vrai, en leur faveur. Conclusion logique, pour garantir à tous les Français des revenus décents, il suffirait aujourd'hui de taxer un peu plus Bernard Arnault et ses amis afin de redistribuer une richesse nationale en constante augmentation, mais aujourd'hui détournée au profit de 0,1% de la population. Une solution au problème des retraites et plus généralement à celui des inégalités, parfois énoncée telle quelle par les principaux opposants à Emmanuel Macron. Aujourd'hui, un travailleur est 3 fois plus productif que ce qu'il était dans les années 70. Donc la question, c'est à quoi est-ce qu'on utilise la hausse de productivité? Est-ce que c'est pour gaver les actionnaires comme vous le faites actuellement et vos amis les riches, ou est-ce que c'est pour faire
profiter tout le monde et notamment libérer du temps de travail. On nous dit qu'il ne faut pas faire fuir les talents, mais ceux qui ont besoin de plus d'1 milliard, ce ne sont pas des talents, ce sont des vampires. Ils n'en ont pas besoin de cet argent. Je veux dire, un peu de redistribution, ça permettrait à tous de vivre mieux. Et au fil d'actu, c'est promis, on adorerait que les choses soient aussi faciles. Nous aurions une belle histoire avec des gentils, des méchants et une solution politique à portée de main. Il ne nous resterait plus alors qu'à trouver une conclusion bien sentie et à vous dire de partager massivement cette vidéo et de nous donner de l'argent. Malheureusement, la situation est en réalité beaucoup plus grave que cela, car si les chiffres de la richesse nationale donnés tout à l'heure, chiffres sur lesquels l'intégralité des politiques, économistes et journalistes, indépendamment de leur sensibilité politique, fondent leurs analyses, donc si ces chiffres donnent à voir une croissance quasi continue depuis 50 ans, nous affirmons ici que ces chiffres ne sont nullement révélateurs du véritable état de l'économie de la France. Pourtant, le sens commun journalistique a souvent tendance à considérer que les chiffres ne mentent jamais. Contrairement, il est vrai, à ceux qui parfois en tordent la signification. Le problème, c'est que c'est faux. Tout comme ceux qui les manipulent, les chiffres peuvent tout à fait mentir, ne serait-ce qu'en étant falsifiés. Emmanuel Macron en personne le sait d'ailleurs pertinemment, lui qui, le 21 février dernier, accusait encore son homologue russe de communiquer des chiffres truqués fournis par le service officiel des statistiques russes Rosstat, le tout afin de masquer l'effondrement de son économie. Et qu'importe dans ce cas précis que ce soit vrai ou faux, on ne le saura de toute façon probablement jamais. Ce qui est clair en revanche, c'est que truquer des statistiques officielles, c'est possible. Ils ont perdu que 2%, alors qu'on nous avait promis qu'ils allaient perdre à au moins 15% de leur pouvoir. Et aujourd'hui, ils sont plus que jamais... Et vous avez confiance dans les instituts de statistiques russes? Non, mais... Non, moi non plus. Est-ce de cela que nous accusons ici l'INSEE, l'Institut de statistique indépendant du gouvernement, établissant la comptabilité nationale française? Bien sûr que non, cela ne nous viendrait même pas à l'esprit. Mais au-delà des pratiques directement frauduleuses, difficiles à mettre en évidence et dont il serait irresponsable d'accuser quiconque sans disposer de preuves tangibles, il faut bien comprendre qu'il existe d'autres moyens, plus subtils, de faire mentir les chiffres. En fait, pour qu'un indicateur économique donne une vision déformée de la réalité, le plus simple reste d'agir sur sa méthode de calcul, de fonder son obtention sur une formule mathématique, accordant une importance démesurée à certains éléments au détriment d'autres, en fonction des résultats que l'on souhaite obtenir. Dès lors, considérer par principe les données statistiques comme un instrument neutre et objectif de description du réel constitue toujours une erreur. Or, selon les cas, l'erreur porte plus ou moins à conséquence. Que ce soit par la volonté consciente de leur inventeur ou simplement parce que l'erreur d'estimation est humaine, certains indicateurs peuvent être fondamentalement biaisés et donc contribuer à brouiller notre perception du réel plutôt qu'à l'affiner. C'est là, par exemple, une critique récurrente faite au taux d'inflation, calculé sur la base d'un panier de produits pas forcément représentatif des habitudes de consommation des ménages modestes, et fréquemment accusé de ne pas donner assez d'importance au prix des produits alimentaires et de première nécessité. Or, ce que nous allons voir, c'est que cette critique, celle d'être fondée sur un mode de calcul douteux et de transmettre une vision trompeuse de la réalité, peut très légitimement être également adressée au PIB, au produit intérieur brut, aujourd'hui l'alpha et l'oméga des discours économiques, dont le niveau et le taux de croissance ne disent en fait pas grand-chose de la richesse réelle d'un pays. Nous allons voir que, contrairement à sa signification supposée et communément admise, le niveau élevé de notre PIB n'est pas synonyme de bonne santé économique pour la France. Nous allons voir que non, la France n'est pas plus riche qu'elle ne l'a jamais été, qu'il n'y a plus en France un simple problème de répartition des richesses, mais un problème bien plus grave de création de richesses, conséquence d'une destruction méthodique de nos capacités de production par un système économique qui, s'il a un temps profité à certains, menace aujourd'hui, dans un contexte international en mouvement, non seulement notre niveau de vie, mais encore jusqu'à la pérennité d'un ordre social pourtant multiséculaire. Et surtout, nous allons voir que si la manière dont s'organise l'économie depuis 50 ans nous mène aujourd'hui à l'abîme, cette réalité nous a été masquée durant des décennies par ce qui s'apparente à une fraude statistique de grande ampleur. Un tour de passe-passe consistant à systématiquement invoquer, dès lors qu'il était question de richesse nationale, un indicateur défaillant, trompeur, le produit intérieur brut, conçu et imposé à la France alors que les plus éminents statisticiens de l'époque en connaissaient pourtant les limites.
Un tour de passe-passe dont absolument tous les économistes, politiques, leaders syndicaux, journalistes, personnalités publiques de tous bords ont été, consciemment ou non, les complices. Y compris, on le confesse, nous-mêmes sur cette chaîne, du moins jusqu'à ce que nous découvrions ce que nous allons désormais vous révéler. Alors, en quoi consiste exactement la grande escroquerie du PIB ? Aujourd'hui, on l'a dit, le PIB est pour tout le monde synonyme de création de richesse. Quand on parle de croissance, c'est de croissance du PIB qu'il est question. Quand on veut comparer la bonne santé économique de deux pays, on compare la taille de leur PIB. Ceux qui nous expliquent depuis plus d'1 an que la Russie est au bord de l'effondrement économique fondent cette analyse sur la seule faiblesse du PIB russe. On l'a vu, lorsqu'il s'agit de contester la nécessité d'une réforme des retraites, c'est la bonne tenue du PIB national que l'on brandit comme argument. Et même le taux d'endettement de l'État est systématiquement calculé, rapporté au PIB. Ce qui, d'un point de vue économique, n'a strictement aucun sens, vu que le PIB se calcule sur une année alors que la dette publique est une somme accumulée sur plusieurs décennies. Mais qui montre à quel point chaque décision politique prise aujourd'hui est déterminée, justifiée ou conditionnée par le niveau du produit intérieur brut et par son impact supposé sur ce dernier. Mais si le PIB mesure la richesse créée, de quelle richesse exactement est-il question ? Selon la définition qu'en donne l'INSEE, le produit intérieur brut correspond, pour un territoire et pour une année donnée, à la somme des valeurs ajoutées nouvellement créées par les unités économiques résidentes évaluées au prix du marché. S'il existe 2 autres méthodes de calcul du PIB que nous ne détaillerons pas ici, car ce serait long et fastidieux pour pas grand-chose, cette approche du PIB par la production demeure la plus commune. Pour calculer le PIB annuel d'un pays, il suffit donc à l'organisme de comptabilité nationale qui en a la charge de faire la somme des productions finales brutes, donc impôt sur les produits non décomptés, de l'ensemble des unités économiques résidentes, entreprises, ménages, administrations, puis de soustraire de ce total la somme des consommations intermédiaires de ces mêmes unités. Ne pas faire cette soustraction reviendrait à prendre en compte dans la richesse nationale à la fois la production finale et les matières premières transformées dans le cadre de cette production, et donc à comptabiliser plusieurs fois la même valeur et ainsi à gravement surestimer la richesse nationale. À l'inverse, on sous-estimerait cette richesse si l'on en déduisait la TVA, l'argent public étant de fait, parce que servant à financer les services collectifs, constitutifs de la richesse nationale. Mais si nous connaissons désormais la formule servant de base à l'élaboration du PIB d'un pays, reste à se poser la question de ses bornes. En d'autres termes, quelles sont les activités dont le produit est considéré comme constitutif de la richesse nationale? Et ici, on va être en droit d'être surpris par la réponse, tant la palette d'activités prises en compte dans le calcul du PIB est large. En premier lieu, on trouve bien sûr toutes les productions de biens matériels, soit grossièrement l'agriculture, l'industrie, la construction, et donc toutes les branches particulières composant ces 3 grands secteurs. Ensuite, nous avons les services marchands associés à la production, sans lesquels les biens produits resteraient entreposés dans des hangars, ne seraient pas distribués ni échangés. Le commerce et la réparation, le transport ou encore la restauration. Mais le calcul du PIB inclut également le produit des autres services marchands. Si demain, vous payez les services d'un consultant ou d'un conseiller en communication, ces conseils seront considérés comme de la production de richesse. Si vous contractez une assurance, ce que vous versez chaque mois sera considéré comme de la production de richesse. Si une banque vous octroie un crédit, non seulement la valeur des biens que vous achèterez avec l'argent emprunté sera prise en compte, si ces biens sont produits par une entité résidente, cela va de soi, dans le calcul du PIB, mais encore le crédit en lui-même sera considéré comme une production de richesse. De même, sera considéré comme production de richesse toute dépense de recherche scientifique ou technique effectuée par une unité économique, quand bien même cette recherche n'aboutirait pas à terme à la mise sur le marché de nouveaux produits. Plus étonnante encore est la manière dont le PIB inclut l'activité immobilière. Car, non contente de prendre en compte les ventes de biens et les paiements de loyers, la comptabilité nationale intègre à ses calculs un loyer fictif, correspondant à une estimation de ce que chaque propriétaire de maison ou d'appartement se verserait à lui-même chaque mois s'il était locataire. Surtout, pesant bien plus dans son total, est intégré à la richesse nationale le produit théorique du secteur des services non marchands, soit les administrations publiques, mais aussi l'enseignement, l'action sociale et la santé. Cela signifie que le travail d'un enseignant, d'une infirmière, d'un éducateur ou d'un employé de la caisse d'allocation familiale est considéré comme producteur de richesse.
Pour autant, cette richesse étant difficilement quantifiable, ces services étant par définition gratuits pour leurs usagers, c'est en réalité le coût de fonctionnement annuel de ces secteurs qui leur tient lieu de valeur ajoutée. La raison pour laquelle nous avons parlé de produits théoriques. Enfin, notons que pour l'ensemble des secteurs d'activité, l'INSEE ne s'embarrasse pas de morale ou de légalité dans ses calculs, parce qu'elle génère des revenus au même titre que n'importe quel travail. La prostitution ou le trafic de drogue sont considérés comme partie intégrante de la richesse d'un pays et intégrés aux comptes nationaux sur la base d'estimations plus ou moins précises. Et face à un tel assemblage, il est permis de se demander si le PIB a réellement un sens. Car, il faut le rappeler, avant toute chose, l'économie est là pour répondre aux besoins particuliers d'une population. Or, la richesse nationale, mesurée par l'addition d'éléments hétéroclites, ne dit pas grand-chose de la capacité d'un pays à répondre à ses besoins. Il y a pourtant une logique à cela, qui tient à ce que l'on entend par l'usage du mot « valeur ». En effet, les économistes font la distinction entre la valeur d'usage d'un bien et sa valeur d'échange. La valeur d'usage renvoie à l'utilité concrète d'un bien. En cela, une carotte n'a évidemment pas la même valeur d'usage qu'un stylo, mais cette valeur d'usage n'est par définition pas quantifiable. La valeur d'échange, elle, est le produit d'une opération d'abstraction permettant de confronter un bien avec tous les autres en vue d'un échange sur le marché, ces biens devenant marchandises par cette opération. Hormis dans quelques cas particuliers, la valeur d'échange d'une marchandise découle de la quantité de travail qu'il a fallu pour l'obtenir. Et c'est le passage à cette valeur d'échange qui permet de fixer un prix pour les différentes marchandises, de les comparer entre elles sur la base d'un même critère, ce qui était impossible avec la seule valeur d'usage. Quand on parle de valeur ajoutée, et plus globalement lorsqu'on effectue des calculs économiques, c'est donc systématiquement à la valeur d'échange des objets que l'on se réfère. Et c'est là, sans doute, une limite du PIB, mais une limite acceptable, à partir du moment où elle est posée dès le départ. Car le PIB n'est pas conçu pour mesurer la valeur d'usage. Il n'a pas vocation à juger de la qualité ou de l'origine de la production de richesse. Il n'a pas vocation à dire quoi que ce soit de la manière dont la richesse est répartie. Il n'a pas vocation à estimer la qualité de vie des habitants d'une nation. C'est important de le souligner, car c'est là la principale critique qui semble autorisée à l'encontre de cet indicateur. Or, reprocher au PIB de telles limites revient à reprocher au compteur kilométrique de votre voiture de ne pas mesurer votre rythme cardiaque. Le PIB a été conçu pour mesurer la richesse produite par un pays sur la base de sa valeur d'échange, rien de plus, et c'est donc tout ce qu'il y a à attendre de lui. Et ce n'est donc pas la critique que nous allons lui faire. Pourtant, il y a bel et bien un énorme problème avec la manière dont le PIB est calculé. Ce problème est effectivement lié à l'hétérogénéité des activités prises en compte, comme on le pressentait au premier abord, mais encore s'agit-il d'être plus précis que cela. Le problème du PIB, c'est qu'il considère comme également constitutives de la richesse nationale deux activités qui ne se placent pas sur le même plan, à savoir d'une part la production de biens matériels, d'objets, et d'autre part la production de services, notamment non marchands. Soyons clairs, il ne s'agit pas ici de dénigrer l'une ou l'autre. Toutes deux ont une utilité sociale évidente, toutes deux impliquent l'existence de métiers pénibles, et pourtant production matérielle et activité de services n'ont pas du tout la même fonction sociale. La production d'objets, c'est la finalité première de toute économie, de tout temps, indépendamment de l'évolution des rapports sociaux. Tout simplement parce qu'elle est la condition de la perpétuation de l'espèce. Sans production matérielle, pas de nourriture, pas d'abri, pas de chauffage. C'était vrai pour l'homme des cavernes et ce sera toujours vrai dans 2000 ans. La production d'objets est et restera une question de nécessité. La production de services, si elle a également vocation à satisfaire un besoin, répond, elle, à des enjeux plus complexes, moins primordiaux. Activité humaine dirigée vers les autres hommes et non plus vers la transformation de la nature, elle modèle les conditions dans lesquelles la production d'objets s'effectue. Grossièrement, on pourrait dire que l'éducation, la santé, la sécurité ou le bien-être créent un cadre dans lequel la production matérielle peut s'épanouir. Ou encore, en d'autres termes, que là où la production d'objets conditionne la survie, la production de services est production des rapports de production. Bien sûr, cette distinction peut sembler extrêmement théorique. Pourtant, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, elle est absolument centrale.
Car si nous avons déjà établi que la valeur d'échange d'une marchandise découle de la quantité de travail nécessaire à sa production, et si désormais nous nous accordons sur le fait que la production de services crée les conditions de la production des marchandises, alors de ces deux propositions découle le fait que le produit de l'activité de service est d'ores et déjà incorporé à la valeur d'échange des biens matériels en sa qualité de travail nécessaire à la production de ces biens. Par conséquent, intégrer au calcul de la richesse nationale à la fois la production d'objets et la production de services, c'est prendre en compte plusieurs fois les mêmes valeurs. Exactement comme si, à la valeur ajoutée finale, on additionnait les consommations intermédiaires entrant dans le processus de production. Ainsi, le PIB, tel que calculé aujourd'hui, ne mesure pas correctement la richesse produite par un pays sur la base de sa valeur d'échange et amène au contraire à gravement surestimer cette richesse, dont il faudrait, pour en rétablir le compte exact, qu'on la borne à la somme des valeurs ajoutées issues de la production et de l'échange de biens matériels. Illustrons ici notre propos. Imaginez que vous êtes boulanger et que vous produisez, en une semaine, une quantité de pain d'une valeur de 150 €. Dans la semaine, vous allez voir un médecin, à qui vous payez 25 € de consultation. Pour se rendre au travail, le médecin fait appel à un chauffeur de taxi, qu'il paye 15 €. De plus, le médecin a un fils qui est à l'école dont le coût de fonctionnement pour la semaine, salaire de l'enseignant inclus, s'élève à 100 €. Enfin, l'enseignant, le chauffeur de taxi, le médecin et vous étant tous propriétaires de vos logements dont le loyer hebdomadaire s'élèverait pour chacun à 150 €, on considère qu'à vous quatre, vous vous auto-versez de manière fictive la somme de 600 €. Dans cette économie fermée, avouons-le assez particulière, le PIB hebdomadaire s'élèverait donc à 150, plus 25, plus 15, plus 100, plus 600, soit 890 €. Pourtant, la valeur ajoutée des biens réellement créés, vos baguettes de pain, s'élève toujours à 150 €. Et le chiffre de 890 € n'a absolument aucun sens. Sans le médecin, sans le chauffeur de taxi qui l'a amené au travail, peut-être n'auriez-vous rien produit du tout, car vous seriez resté cloué au lit avec 39 de fièvre. Il n'empêche, sans même évoquer les 600 € de loyer purement fictif, les sommes versées au médecin, au chauffeur de taxi ou à l'enseignant ne correspondent qu'à des transferts de richesse et non à des productions de richesse. Des transferts qui permettent à ces trois personnes, ainsi qu'au fils du médecin, d'acheter la seule richesse concrète réellement produite, le pain. Mais que l'on rajoute dans ce schéma d'autres intervenants, le coiffeur de l'enseignant, le dentiste du chauffeur de taxi, la quantité de pain produite restera la même. Et si, à un moment, la quantité de pain produite ne suffit plus à nourrir tout le monde, eh bien, augmenter les transferts d'argent, donc gonfler le PIB, ne réglera nullement le problème de famine qui risque d'advenir. Le PIB est donc ici trompeur. Seul compte comme richesse créée les biens matériels produits. Mais alors, si le produit intérieur brut est de manière si évidente un si mauvais indicateur économique, pourquoi serions-nous ici les seuls à le dire? Se pourrait-il que tout le monde se fasse abuser, sauf nous, que le fil d'actu ait la prétention d'être seul à avoir raison contre le reste du monde? En réalité, nos critiques ont déjà été formulées. Mais pour en retrouver les traces, il faut remonter au moment assez récent où le PIB a été imposé à la France, en dépit du bon sens, comme indicateur économique central. Car ce que l'on n'entend jamais lorsqu'il est question du PIB, c'est qu'il s'agit d'une invention très récente. De manière générale d'ailleurs, la comptabilité nationale est une invention récente. Pensée dans les années 1930 comme élément de réponse à la Grande Dépression, elle n'est mise en place de manière effective en France qu'après la Libération, afin de donner au commissariat au plan et au ministère des Finances une vision précise de l'économie et ainsi d'optimiser, dans le cadre de la planification, l'allocation des ressources financières issues du plan Marshall en vue de la reconstruction du pays. Et d'ailleurs, si l'on regarde toutes les données économiques fournies par l'INSEE, on remarque que le premier PIB annuel donné concerne systématiquement l'année 1949. De quoi logiquement conclure que le PIB a commencé à tenir son rôle cette année-là. Sauf que, pas du tout, non. En France, le PIB n'est pas l'indicateur de la richesse nationale depuis 1949, mais uniquement depuis 1976, soit 27 ans plus tard. Et si les comptes nationaux nous fournissent le PIB depuis 1949, c'est que celui-ci a été recalculé a posteriori à la fin des années 1970, donnant ainsi l'impression qu'il avait toujours été pris en compte.
Mais avant 1976, l'indicateur économique central de la comptabilité nationale n'était pas le PIB, le produit intérieur brut, mais la PIB, c'est-à-dire la production intérieure brute. Le PIB, la PIB, un léger changement sémantique en apparence, mais qui dans les faits accompagne une redéfinition fondamentale de la notion même de richesse. Une redéfinition qui induit à la fois une rupture dans la manière de la calculer, une réorientation profonde des politiques économiques visant à son accroissement, et même à un niveau plus inconscient, à une modification des représentations collectives associées à cette notion de richesse. Plus précisément, c'est la notion de production qui a été redéfinie par la comptabilité nationale en 1976. Jusqu'alors, la production était définie comme la création d'un bien ou d'un service s'échangeant effectivement ou étant susceptible d'être échangé sur le marché. Une définition sur la base de laquelle on établissait donc la PIB, la production intérieure brute, somme des valeurs ajoutées des biens et des services marchands. Au regard de ce que nous avons précédemment établi, il est clair que cette notion de production intérieure brute était critiquable, et faisait d'ailleurs en son temps l'objet de critiques. Par exemple, dans un ouvrage paru en 1975, l'économiste Jean-Claude Delaunay s'interrogeait déjà, comme nous l'avons fait tout à l'heure, sur la pertinence du mode de calcul, similaire à celui d'aujourd'hui, de la valeur ajoutée imputée au secteur de l'immobilier. Mais malgré certaines incohérences, il est notable que la notion de production intérieure brute s'appuyait encore sur l'idée d'une base matérielle à la richesse produite. Or, en 1976, la définition de la production par la comptabilité nationale est transformée. La production devient alors activité socialement organisée des unités résidentes, consistant à créer des biens et des services habituellement échangés sur le marché et ou obtenus à partir de facteurs, travail, capital fixe, matières premières, terrains et techniques, s'échangeant sur un marché. Ici, c'est bien sûr le « et » ou obtenu à partir de facteurs s'échangeant sur un marché qui change radicalement la donne. Ce petit ajout incluant donc à la notion de production toutes les activités de services non marchands, individuels ou collectifs, ainsi que les activités jusqu'alors considérées comme trop immatérielles pour être réellement productives. Ainsi, la nouvelle définition de la production amène à intégrer à l'APIB la production marchande des entreprises d'assurance, la production marchande des institutions de crédit, la production non marchande des ménages employeurs de personnel domestique et surtout la production marchande comme non marchande de l'ensemble des administrations. Pour faire bonne mesure, la production intérieure brute devient alors le produit intérieur brut. Ne reste plus qu'à le recalculer pour toutes les années précédentes et le tour est joué. À noter que si ce passage de l'APIB au PIB est sans conteste en France la transformation majeure du mode de calcul de la richesse nationale, ce n'en est pas pour autant la seule, puisque le mode de calcul du PIB, désormais défini à l'échelle internationale, fait l'objet d'une mise à jour en 1993 afin d'y inclure l'acquisition par les entreprises de logiciels informatiques, puis d'une nouvelle en 2014 visant à intégrer à la fois tous les investissements immatériels, notamment en recherche et développement, désormais considérés donc comme créateurs de richesses en eux-mêmes, en plus de l'être par leurs conséquences concrètes sur la production effective, mais également, comme cela a été largement commenté à l'époque, toutes les activités illégales, comme le trafic de drogue ou celui d'êtres humains. Mais pourquoi, en 1976, sommes-nous passés de la production intérieure brute au produit intérieur brut ? Soyons honnêtes, ce changement n'est pas tombé du ciel. Il fut la conséquence de l'adoption par la France d'une nouvelle définition de la richesse nationale. Une définition largement inspirée des travaux de l'Association internationale pour le revenu et la fortune, un cercle privé. On parlerait aujourd'hui de think tank regroupant dans l'après-guerre des économistes principalement anglo-saxons. Ces travaux furent rapidement repris par l'OECE, l'Organisation européenne de coopération économique, créée en 1948 afin de veiller à la répartition et à la bonne utilisation par les pays européens des fonds américains du plan Marshall, est devenu depuis en 1961 l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Pour les Américains, l'adoption d'une définition commune du revenu national permettait une meilleure lecture de la situation économique en vue de la défense de leurs propres intérêts. Dès la fin des années 1940, les États-Unis usèrent donc de leur influence sur l'OECE
et en parallèle de celle qui était la leur à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, pour imposer progressivement un système de comptabilité nationale unique fondé sur leur conception propre de l'économie à l'ensemble du monde occidental. Du monde occidental, car, rappelons-le, nous étions alors au début de la guerre froide et les pays soviétiques développaient en parallèle leur propre système de comptabilité. Ainsi, dès 1952, une première version de comptabilité nationale unifiée vit le jour. D'autres suivirent, également soutenus à compter de 1961 par les jeunes institutions de la nouvelle communauté européenne en gestation, soucieuses d'une uniformisation des comptes nationaux des États membres, afin de s'assurer que ces derniers poursuivent au mieux les objectifs économiques et politiques communs définis en 1957 par le traité de Rome. Ainsi, on le voit, les intérêts poussant à l'adoption d'une comptabilité nationale unifiée, faisant du PIB le principal indicateur économique, furent avant tout des intérêts supranationaux, voire des intérêts étrangers, les intérêts d'autres nations. Pourtant, jusque dans les années 70, la France résista à ces pressions extérieures, conservant son propre système avec en son cœur la production intérieure brute. S'il est aujourd'hui difficile d'en trouver les raisons, la documentation récente sur le sujet étant pour ainsi dire inexistante, nous avons pu trouver un article les détaillant. Et nous avons dû chercher loin pour cela, puisqu'il s'agit d'un article publié en septembre 1970 par la très sérieuse revue Économie et Statistique, reproduisant sous le titre « Les organisations internationales de comptabilité économique » les extraits d'un rapport officiel du Conseil économique et social, paru quelques mois plus tôt et rédigé par Alfred Sauvy, économiste et démographe considéré comme une référence dans son domaine. Dans ce texte, Alfred Sauvy disqualifie la notion de produit national brut, notion qui ne diffère de celle de produit intérieur brut qu'en cela qu'elle prend en compte les unités présentes sur le territoire et non les unités résidentes, par un raisonnement en tout point similaire à celui que nous venons aujourd'hui de tenir. La différence essentielle entre le système français et le système international porte sur les concepts de produit et de production. Le chiffre fondamental des comptes français est la production intérieure brute, qui n'a pas son équivalent dans les comptes du SCN attachés à la notion de produit national ou intérieur. La comptabilité nationale créée par l'école anglaise ne part pas d'un concept véritable, mais simplement de l'équation fondamentale de l'économiste John Maynard Keynes, selon laquelle la production est égale au revenu. En ajoutant à la production de richesses, y compris les services marchands, le coût des services publics, tels que la police ou la justice, pour obtenir le produit national au prix du marché, on compte 2 fois les mêmes activités. L'opération est analogue à celle qui consisterait à ajouter pour la régie Renault, par exemple, la valeur des voitures produites et les frais généraux de direction. La police, la justice, etc. sont nationalement utiles, puisque sans elles, il n'y aurait pas de production, mais leur coût n'accroît pas la valeur de la production telle qu'elle est calculée. Déjà critiquable dans les pays développés, cette méthode est franchement à déconseiller dans les pays en économie de subsistance. Sans aller jusqu'à reprendre la boutade selon laquelle le produit national n'a augmenté comptablement dans certains pays d'Afrique qu'en fonction du nombre de fonctionnaires et de leur traitement, on peut dire que l'accroissement du PNB par habitant depuis 20 ans dans la plus grande partie du tiers-monde demande une analyse plus poussée et une interprétation nuancée. La preuve est désormais établie. Dès 1970, les économistes et les statisticiens les plus éminents, et par extension les politiques à qui leur rapport d'expertise était destiné, avaient pleinement conscience des limites du PIB, de son caractère trompeur en tant qu'indicateur de richesse nationale, et ils n'hésitaient pas à l'écrire noir sur blanc. Pourtant, 6 ans plus tard, donc, le système de comptabilité nationale de l'ONU est définitivement adopté, le calcul de la production intérieure brute abandonné, et les données économiques des années précédentes modifiées pour faire apparaître le produit intérieur brut annuel de la France depuis 1949. Alors, retournement incompréhensible ? Non. Car, entre-temps, pressions internationales mises à part, il est parfaitement envisageable que la classe politique française ait vu dans ce projet d'harmonisation une opportunité de masquer les effets des transformations profondes que l'économie française commençait tout juste à connaître. En effet, si au début des années 1970, le secteur agricole français a déjà connu de profondes restructurations, c'est à cette période que s'initie le long processus de désindustrialisation qui nous touche encore aujourd'hui. Sous l'effet des premières politiques mises en place dans les années 1960 pour favoriser la libre circulation des capitaux et des biens, l'industrie française est confrontée à une concurrence étrangère accrue. On assiste aux premières vagues de faillites, de délocalisation et de licenciements massifs.
Le secteur entame un lent déclin et la valeur ajoutée qu'il produit commence à s'en trouver pénalisée. On trouve des raisons économiques que nos industriels ne peuvent pas concurrencer, ne peuvent pas compenser, les charges sociales, les salaires excessivement bas de ces pays d'Extrême-Orient, d'Afrique ou d'Europe de l'Est. Et là, des clauses de sauvegarde prévues par le marché commun devraient éventuellement en jouer, mais c'est une affaire gouvernementale. En parallèle, les activités de services connaissent un développement rapide, porté à la fois par le développement du secteur financier, dopé par l'internationalisation des échanges, et par celui des services publics non marchands, financés par un État toujours riche de l'essor économique de la période, certes révolue, mais dont les effets se font encore sentir, des 30 Glorieuses. Créteil a 6 fois plus d'habitants qu'il y a 30 ans. En une génération, tout s'est transformé. La banlieue parisienne a grossi, le département du Val-de-Marne est né, Créteil est devenu une petite capitale administrative de 10 000 employés. Quand le Premier ministre dit que les chômeurs devraient créer des entreprises. Ah oui, alors je me demande avec quoi? À l'Assemblée nationale, nous sommes dirigés que par des technocrates et des intellectuels. Dans ce contexte, remplacer le calcul de la PIB par le calcul du PIB, c'est pour la classe politique la promesse de taux de croissance élevés dans les années à venir, et ce, malgré la stagnation de la production matérielle. C'est donc l'opportunité de mettre en scène, par un changement subtil de sa définition, la bonne santé économique de la France. Bonne santé constituant à la fois un argument électoral de poids et une justification des politiques économiques menées. Et il est tout à fait permis d'envisager que ces considérations aient pesé dans la balance lors de l'adoption par la France du nouveau système de comptabilité nationale. Mais indépendamment des motivations de chacun, cette adoption contribua objectivement à masquer les difficultés naissantes du pays par ce qui s'apparentait à une falsification de la réalité dont aucun opposant ne comprit alors les implications réelles et dont on s'efforça par la suite d'effacer toute trace, jusqu'à ce que la notion de production intérieure brute fût définitivement tombée dans l'oubli et que plus personne ne put même envisager de questionner la pertinence du saint produit intérieur brut. Produit intérieur brut qui, bien sûr, a toujours été et demeurera à l'avenir le seul et unique indicateur fiable de la richesse nationale. Ainsi, en 1976, confrontée au tassement de la production de biens matériels, la classe politique changea purement et simplement le sens des mots, du mot production et du mot richesse, entretenant ainsi l'illusion d'une croissance perpétuelle, illusion que l'on s'évertue à entretenir aujourd'hui encore, là où, en réalité, seuls croissaient les transferts de richesse et la quantité de travail tertiaire intervenant en amont de la production d'une même quantité d'objets. Mais maintenant que nous avons dévoilé l'escroquerie et exposé le mécanisme orwellien de sa mise en œuvre, il nous faut désormais faire la lumière sur la réalité économique qui nous était jusqu'alors cachée. Nous l'avons dit, entre 1976, donc vous savez désormais pourquoi nous avons choisi cette année comme référence, et 2019, le PIB français, chaîné en volume, soit corrigé de l'inflation, a connu une croissance de 127%. Cette information, nous l'avions trouvée sur le site de l'INSEE. Mais sur ce site, nous avons pu également trouver un autre tableau, détaillant, branche d'activité par branche d'activité, la structure des PIB annuels depuis 1949. Les données compilées dans ce tableau sont à prix courant, c'est-à-dire qu'elles n'intègrent pas l'inflation, mais comme nous disposons par ailleurs des PIB globaux chaînés en volume, il nous a été possible, par un simple produit en croix, de mesurer branche par branche la valeur ajoutée corrigée de l'inflation. Ainsi, non seulement nous pouvons voir la proportion que représente chaque branche par rapport au PIB total, ainsi que l'évolution de cette proportion au fil des années, des informations déjà disponibles par ailleurs, mais surtout, nous sommes en mesure de déterminer comment a évolué, année après année, la valeur ajoutée de chaque branche d'activité, et ce, en volume comme en termes de variation. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats de nos calculs sont absolument édifiant. En nous lançant dans ce travail, nous savions déjà que la part des activités de production matérielle dans le PIB total s'était considérablement réduite au fil des ans. Nous n'avons donc pas été surpris lorsque nos calculs nous ont montré que la construction ne représentait plus que 5,7% du PIB en 2019 contre 7,2% en 1976. L'industrie 13,8% contre 24,3% en 1976 et l'agriculture 1,7% contre 5,1%, soit des proportions en baisse respectives de 22, 43 et 66%.
Ce qui, en revanche, fut bien plus surprenant, et il faut le dire terrifiant, ce fut de découvrir à quel point la croissance du PIB total avait permis, ces 50 dernières années, de masquer la stagnation, voire, pour certaines branches, l'effondrement de la production matérielle française, et ce faisant de notre économie réelle. Par exemple, avec, il est vrai, une légère marge d'erreur liée au niveau insuffisant de détails fournis par l'INSEE concernant la structure de chaque branche d'activité, nous avons pu estimer que dans l'hypothèse où les changements de 1976 n'avaient pas eu lieu, où l'indice central de la comptabilité nationale était resté la production intérieure brute, n'intégrant pas les services administratifs, les activités bancaires, ni la recherche et développement, notre richesse nationale n'aurait pas cru de 127% en 43 ans, mais seulement d'environ 92%. Pire, le niveau toujours élevé de ce taux est en grande partie lié à l'immobilier, dont nous avons vu que la valeur ajoutée lui étant attribuée reposait sur une abstraction dénuée de sens. Or, il se trouve que cette valeur fictive, l'immobilier, a cru, entre 1976 et 2019, de plus de 318%. En enlevant, comme il se doit, l'immobilier du calcul de la richesse produite, la croissance de la richesse nationale n'est plus que de 63% en 43 ans. Et pour peu qu'afin de coller à la définition stricte de la richesse produite, on retire de nos calculs tous les autres services dont on a établi que leur coût était déjà intégré à la valeur d'échange de la production matérielle, c'est-à-dire que l'on ne mesure que l'évolution de la valeur créée par l'agriculture, l'industrie, la construction et le commerce et la réparation des produits, alors la croissance nationale tombe sous les 48%, donc loin, très loin, des 127% que la prise en compte du PIB nous faisait miroiter. À ce stade, si l'on zoome encore un peu plus, il s'avère que ce taux de croissance est principalement porté par le commerce et la réparation, plus 97,3%, et la construction, plus 78,4%. Rien d'étonnant à cela, puisqu'il s'agit des activités qui ont eu le moins à souffrir de la concurrence internationale, étant par nature pas ou peu délocalisables, particulièrement le secteur de la construction. Quant aux activités de commerce, la valeur ajoutée qu'elles créent peut parfaitement venir de produits fabriqués à l'étranger. Tant que la vente a lieu sur le territoire national, son produit est comptabilisé comme du produit intérieur. Mais si nous regardons maintenant les secteurs qui ont subi de plein fouet les conséquences de la libéralisation et de la mondialisation des échanges, nous avons enfin une vision claire du désastre. L'agriculture notamment a connu un véritable effondrement, puisqu'en 2019, le total de la production en volume du secteur était 23,9% inférieur à celui de la production en volume de 1976. En d'autres termes, l'agriculture française n'a pas uniquement subi une érosion de ses emplois du fait de sa mécanisation et de son intensification, comme on le lit souvent. Elle produit aujourd'hui moins chaque année qu'elle ne produisait dans les années 1970. Quant à l'industrie, la croissance du secteur entre 1976 et 2019 n'est que de 29,4%, à peine 5 points de plus que l'évolution de la population française durant la même période. Autant dire une stagnation, alors même que les besoins de la population n'ont cessé de croître au fil des grandes évolutions technologiques, tout comme d'ailleurs les investissements en recherche et développement. Malgré cela, la valeur ajoutée générée en une année par l'industrie française n'a pour ainsi dire pas augmenté depuis les années 70. Et encore, ces chiffres ne rendent-ils pas compte de toute l'ampleur du problème, puisqu'à l'industrie sont désormais intégrés un certain nombre d'activités à l'utilité douteuse, qu'il est difficile de considérer honnêtement comme productives, à l'instar de celles de start-up et autres licornes spécialisées dans les cartes à collectionner en NFT et autres animaux virtuels adressés dans le métaverse. Vous venez de lever 6 millions de dollars auprès d'Ubisoft, donc j'imagine qu'il y a quand même un gros projet derrière. Tout à fait. C'est un jeu de virtual pet où on va s'occuper d'un chien virtuel. Quand on dit c'est valorisé 4 milliards, c'est pas 4 milliards pour votre poche. Certainement pas. Vous êtes marrant parce que moi, ça me rappelle les cartes Panini. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. La valeur ajoutée de ces entreprises étant intégrée à celle du secteur, celle des vraies activités industrielles, si l'on peut dire, s'en trouve réduite d'autant. Or, cette réalité économique qui s'offre à nous, une fois déchiré le voile du PIB, celle d'une France ne produisant pas plus de richesses concrètes aujourd'hui qu'il y a 45 ans, a de quoi terrifier pour peu que l'on en prenne la mesure exacte.
Car, il ne faut pas l'oublier, si pour des raisons pratiques, l'économie se mesure en valeur d'échange, cette dernière n'a d'intérêt qu'en tant que reflet d'une valeur d'usage. À la limite, tant que les besoins de la population sont assurés, le fait que la classe politique trafique le thermomètre pour gonfler les chiffres de la croissance ne prête pas tant que cela à conséquence. En revanche, quand cette pratique masque l'érosion de la production réelle, les problèmes ne sont généralement pas loin. S'il est de coutume, lorsqu'on est ministre de l'économie, d'exhiber son PIB et de le comparer à la taille du PIB voisin, le PIB a un inconvénient. Il ne se mange pas, il ne se conduit pas, il ne permet pas de se chauffer et il ne vous donne pas un toit sous lequel dormir. Pas plus d'ailleurs que les loyers fictifs, les contrats d'assurance ou les chiens en NFT, dont la valeur d'usage est proche du néant, contrairement aux produits de l'agriculture, de la construction et de l'industrie. Traduit en valeur d'usage, une agriculture qui s'écroule, une industrie qui s'affaisse, c'est pour les ménages moins de biens disponibles, biens répondant parfois à des besoins vitaux. Traduit en valeur d'usage, une agriculture qui s'écroule, une industrie qui s'effondre, c'est moins de meubles, moins de voitures, moins de kilowattheures d'électricité, moins de matériel médical ou agricole, moins de médicaments, moins d'engrais, moins de nourriture, etc., etc., avec tout ce que cela implique pour le quotidien des gens. Traduit en valeur d'usage, une agriculture qui s'écroule, une industrie qui s'effondre, c'est une chute de la qualité de vie qu'aucun tour de passe-passe comptable ne permet de compenser. Et cela, Alfred Sauvy l'avait déjà compris dans son rapport du Conseil économique et social de 1970. Toute comptabilité est en partie conventionnelle. Additionner par exemple 100 francs de blé et 100 francs de coiffeur est une opération admissible dans les pays où le marché est fluide et où les biens de première nécessité sont en abondance. Elle est beaucoup moins justifiée lorsque l'insuffisance de nourriture va jusqu'à exercer des conséquences défavorables à la production économique. Si au cours d'une année, il y a eu 100 francs de blé produit et 100 francs de services de coiffeur rendus, l'addition donne une production totale de 200 francs. Ce chiffre sera maintenu l'année suivante si la production de blé est passée à 50 et le service de coiffeur à 150 francs. Le jugement est ici erroné. Et tout cela nous amène à nous poser une question. Comment, pendant tout ce temps, avec une production en berne et pour seul carburant l'illusion de sa croissance, la France a-t-elle pu tenir le coup? Ici, la réponse est simple, elle tient en un mot, importation. En effet, d'abord lentement dans les années 1970, puis de plus en plus vite au fur et à mesure que nos capacités à produire s'érodaient, se substituait aux biens, la veille encore fabriqués en Picardie ou en Lorraine, ceux sortis de nouvelles chaînes de montage, désormais localisées en Chine ou en Tunisie, afin de satisfaire les impératifs de rentabilité fixés par la finance triomphante. Nous n'entrerons pas ici dans les détails car c'est un sujet que nous avons déjà largement traité, chiffres à l'appui, dans d'autres vidéos, notamment dans une de janvier 2022 dont vous trouverez le lien en description. Mais ce que l'on soulignera néanmoins, car c'est essentiel pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est que si le processus de mondialisation des échanges a littéralement détruit notre appareil productif, c'est paradoxalement ce même processus qui, pendant des décennies, a rendu, hormis pour les quelques millions d'ouvriers directement sacrifiés au passage, cette destruction relativement indolore, en permettant aux consommateurs français de continuer à subvenir à leurs besoins, souvent même à prix cassé. Ainsi, sommes-nous restés pendant des décennies sous perfusion, avec des doses chaque jour plus fortes, d'une valeur d'usage que notre économie nationale ne parvenait plus à créer, pendant qu'économistes et politiques, traîtres à la nation, s'évertuaient par le gonflement artificiel de la valeur d'échange à nous masquer cette réalité. Une réalité que les soi-disant opposants politiques, baignant dans un entre-soi de privilégiés parisiens totalement déconnectés de la sphère productive, s'avéraient totalement incapables de comprendre, mais qui ne pouvaient manquer, à la longue, de nous sauter à la figure. Et je pense que depuis 1974, nous sommes dans une ère nouvelle. L'ensemble des pays en développement s'industrialisent, se changent, se modernisent, et pour le moment, nous n'en avons guère tenu compte. Or, ça change notre situation. Nous ne pouvons pas espérer vivre indéfiniment sur les autres pays. Et ça exige une énorme conversion de notre part au rythme de ce qui se passe dans l'ensemble du monde. Or, jusqu'à présent, je ne pense pas qu'il y ait aucun plan quelconque en France de prévision. Malheureusement, c'est à cette situation historique, celle où les contradictions du modèle passé éclatent au grand jour, que nous sommes aujourd'hui confrontés. Car si la mondialisation a maintenu la France sous morphine pendant des décennies, cette mondialisation touche désormais à sa fin. À cela, rien d'illogique.
Fatalement, l'extension toujours plus importante des chaînes de production ne pouvait manquer de soumettre l'allocation des biens à une série d'aléas toujours plus fréquents et toujours plus incontrôlables. Il y a eu des signaux annonciateurs, du plus anodin, un bateau coincé dans le canal de Suez, paralysant à lui seul tous les échanges internationaux pendant quelques jours, au plus grave, un virus échappé de Chine, désorganisant l'économie mondiale pour plusieurs années. Ça non plus, nous ne reviendrons pas dessus, car nous en avons déjà largement parlé à l'époque, les vidéos sont toujours disponibles sur la chaîne. Mais surtout, en transformant le monde de manière aussi radicale, en à peine un demi-siècle, la mondialisation ne pouvait que créer les conditions de son propre dépassement. Et si nous venons de voir comment elle avait fragilisé les pays occidentaux d'où elle avait été impulsée, ce sont les pays qui ont servi d'arrière-cour à ces derniers pendant tout ce temps qui s'avèrent aujourd'hui à même de lui porter le coup de grâce. Pourquoi ? Parce que pendant toutes ces années, les pays qui ont été contraints de jouer le jeu de la mondialisation, ceux qui ont, bon gré mal gré, accueilli sur leur sol nos anciennes industries et servi de fournisseurs à l'Occident, eh bien, en ont tiré un développement économique accéléré. Un développement dans la douleur d'une brutalité incommensurable, bâtie sur les cadavres de millions d'ouvriers chinois, indiens, vietnamiens, parfois d'enfants, travaillant jour et nuit à confectionner des baskets dans des conditions insalubres pour un salaire de misère, mais un développement économique néanmoins. Avec, à la clé, des capacités de production améliorées, tant quantitativement que qualitativement, là où les nôtres s'effondraient, et progressivement l'émergence d'un marché intérieur. Ainsi, au fil des transferts de technologie et des montées en gamme, ces pays qui jusqu'alors courbaient les chines devant l'Occident commencèrent à s'émanciper de sa tutelle, à revendiquer leur autonomie et la priorité accordée à leur économie nationale. Bref, à afficher d'autres ambitions que celle de nous servir à jamais de réserve de main-d'œuvre bon marché, de matières premières et de produits manufacturés. Et si l'ère de la démondialisation dans laquelle nous sommes désormais entrés ne se résume pas à l'émergence de puissances à même de remettre en cause de manière de plus en plus affirmée l'hégémonie de la finance occidentale sur le monde, c'est bien à ce phénomène que nous assistons aujourd'hui. Phénomène qui rebat les cartes de la géopolitique, tendant à l'avènement d'un monde à plusieurs pôles et non plus dominé par les États-Unis et leurs alliés. Alors qu'on ne s'y trompe pas, derrière les tensions territoriales, derrière les litiges commerciaux, bref, pour faire simple, derrière l'Ukraine et Taïwan, c'est à cette réorganisation du monde qu'aspirent non seulement la Russie et la Chine, mais également et surtout, en appui de ces deux géants, une multitude de pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine, du Maghreb ou de la péninsule arabique qui, d'une manière ou d'une autre, estiment avoir souffert de la domination occidentale et qui voient aujourd'hui, dans une alliance encore en construction, l'opportunité de mettre fin pour de bon à cette situation. Une aspiration partagée y compris par des pays comme l'Arabie Saoudite, qui il y a peu était encore l'un des principaux alliés des États-Unis dans le monde arabe, mais qui semble aujourd'hui voir d'un bon œil l'esquisse d'un ordre international parallèle et concurrent à celui de Washington que commencent à tracer Pékin et Moscou. Au point même de mettre de côté la grande rivalité historique l'opposant à son voisin iranien pour se focaliser sur leur ennemi commun. Bien sûr, face à tout cela, il est permis d'être déstabilisé, voire carrément révolté. On parle ici de pays qui n'ont clairement pas la même histoire politique que nous, la même culture que nous, la même adhésion que nous à des principes que nous considérons parfois à tort comme universels, tels que ceux contenus dans la Déclaration des droits de l'homme. On parle de pays dont les lois, les institutions, les grandes idéologies sont différentes des nôtres et dont nous avons peut-être un peu trop tendance à croire, avec un léger reste de pensée coloniale, que la population aspire plus que tout à vivre à notre manière, selon les principes des démocraties libérales. Mais pour tout dire, le fait qu'individuellement, ou même en tant que nation, on considère les pratiques de ces pays comme barbares, arriérés et leurs aspirations illégitimes, ou qu'à l'inverse, on se réjouisse de leur ascension et que l'on accroche des portraits de Vladimir Poutine ou Xi Jinping dans son salon, importe peu. Tout cela est dérisoire et ne change rien aux profondes mutations mondiales en cours sur lesquelles nous n'avons absolument aucun contrôle. Et pourtant, les enjeux liés à ces bouleversements sont de taille. Car, faute de s'adapter à l'ordre mondial en devenir, nos nations pourraient bien sombrer, corps et âme. Déjà, les pays que l'on appelait hier émergents commencent à s'organiser sans l'Occident, à fixer des quotas d'importation et d'exportation, à protéger certaines de leurs ressources, à limiter leurs échanges internationaux. En 2006, les exportations représentaient par exemple 36% du produit intérieur brut chinois.
En 2019, elle n'en représentait plus que 18%. Demain, si tous les pays aspirant à changer l'ordre mondial étaient en capacité de se passer de commerce avec l'Occident, comme cela peut sembler leur objectif à terme, s'ils décidaient même de prendre des sanctions communes envers nous, l'Europe, privée de ses capacités de production, se retrouverait purement et simplement à genoux. Bien sûr, et heureusement, nous n'en sommes pas là. Mais dès aujourd'hui, nous subissons les conséquences de notre impréparation à un réagencement du monde que nos dirigeants se sont montrés incapables d'anticiper. Quand la hausse des prix des produits alimentaires atteint 10, 15, 20% sur un an dans les supermarchés, quand chaque semaine de nouveaux rayons sont vides, quand l'électricité, le gaz ou les engrais voient leur prix multiplié par 5, quand les anti-inflammatoires pour enfants ou les sirops pour la toux ne sont plus livrés en pharmacie, quand, pour acheter une voiture neuve ou simplement pour changer une pièce de carrosserie que l'on pouvait se procurer sans problème auprès de son garagiste jusqu'alors, il faut désormais attendre plusieurs mois, voire plus d'une année, ce n'est pas un ensemble de coïncidences malheureuses. Ce n'est pas parce que les consommateurs se précipiteraient de manière irrationnelle sur les produits, comme les médias nous le laissent souvent croire. Et ce n'est pas un phénomène purement lié à la quantité de monnaie en circulation, comme certains économistes tentent parfois de nous l'expliquer. C'est la conséquence d'une offre de moins en moins capable de satisfaire la demande, du fait d'échanges internationaux de moins en moins fluides, dans le contexte d'une économie nationale en situation de dépendance envers ces échanges, entièrement soumise aux aléas du commerce mondial. C'est littéralement la situation que nous décrivions tout à l'heure, celle où l'économie n'arrive plus à remplir sa fonction de base, à savoir répondre aux besoins des gens et leur apporter une valeur d'usage. Cette situation, nous y avions échappé grâce à nos importations. Aujourd'hui, elle nous rattrape. Du temps de la mondialisation, nos capacités de production ont certes été détruites, mais nous avions un accès privilégié aux biens produits par les autres. Avec la démondialisation en cours, étape historique suivante, cet accès est en train de nous être retiré. Nos anciennes capacités de production ne sont évidemment pas revenues par l'opération du Saint-Esprit, et nous risquons fort, quand le processus sera plus avancé, de nous retrouver sans rien, dans un pays en ruine, tiers-mondisé, avec simplement nos yeux pour pleurer tout ce que nous avions, et qu'un ensemble de décisions politiques désastreuses prises par des dirigeants irresponsables et criminels nous auront fait perdre. Et tout cela nous ramène à la question qui devrait aujourd'hui occuper toute la classe politique, la seule qui compte vraiment. Une fois la réalité de la production française mise à nu, une fois la situation critique du pays reconnue et acceptée, que faire ? Alors évacuons dès maintenant les pseudo-réponses. Nous sommes à présent en mesure de l'affirmer, s'imaginer subvenir à nouveau aux besoins de la population en redistribuant l'argent des riches relève hélas de l'illusion la plus totale. Même en admettant que la richesse de Bernard Arnault et compagnie se résume à une somme d'argent et ne soit pas principalement composée de titres de propriété dont on ne fait qu'estimer la valeur à la revente en fonction des cotations boursières, même en admettant que l'on puisse répartir équitablement cet argent entre les Français, cela ne va pas faire apparaître comme par magie les biens qui nous font aujourd'hui défaut. À moins que Bernard Arnault ne stocke des millions d'automobiles, des parpaings, de boîtes de médicaments, de pots de mayonnaise, des litres d'essence, des tonnes de blé et de kilowattheures d'électricité dans son garage. Une allocation plus juste de sa richesse ne réglera absolument pas le problème de la valeur d'usage. Cela aura certes pour effet de stimuler la demande des Français, mais dans la situation particulière où nous sommes, l'offre de biens n'en sera qu'encore moins adaptée, et la hausse du revenu médian provoquée par la nouvelle répartition sera immédiatement absorbée par une nouvelle hausse des prix. Si aujourd'hui une poignée d'ultra-riches a la possibilité d'exister, c'est précisément parce qu'elle est une poignée, et que les sommes faramineuses qu'elle détient n'ont pas vocation à être échangées contre de la valeur d'usage. Bien sûr, il est permis de trouver cela injuste ou aberrant. On peut même, en cas de besoin de liquidité, pour financer par exemple certains services, exiger de cette petite minorité une contribution à l'effort national plus élevée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Nous irons même beaucoup plus loin que ça. Le problème avec ces personnes, ce n'est pas tant leur richesse en soi, que le pouvoir qu'elles détiennent sur l'économie, et partant de là, sur l'ensemble de la société. Il faut le dire, si la situation économique de la France est aussi critique, c'est parce qu'à un moment précis, les détenteurs de capitaux, parmi lesquels ces fameux ultra-riches, ont joué leur argent sur des placements contraires à l'intérêt national. Par exemple, en investissant dans des entreprises en concurrence avec les nôtres, ou en exigeant de certaines des taux de rentabilité que seuls permettaient une délocalisation de la production. Si la situation de la France est aussi critique, ce n'est pas parce que ces gens refusent de partager leur argent, mais bien parce que ce sont eux qui ont détruit nos capacités de production afin d'accumuler toujours plus à court terme. Et il pourrait être pertinent, pour l'avenir, de réfléchir à des mesures visant à limiter drastiquement leur capacité de nuisance. En revanche,
Affirmer, comme l'ont fait ces derniers mois nombre de personnes affichant la prétention de nous gouverner un jour, que l'on peut régler les problèmes actuels des Français simplement en redistribuant les richesses, n'est tout simplement pas sérieux. C'est la réponse toute faite d'individus incapables de concevoir une réalité trop complexe ou trop angoissante pour eux, préférant se réfugier dans un monde d'illusions et de slogans. C'est une réponse d'enfants et non de dirigeants politiques aptes à nous guider dans la tempête. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont les prémices d'une crise majeure de l'offre, d'une crise majeure de la production, fruit des contradictions profondes devenues intenables d'une organisation économique en plein effondrement. Dans ce contexte, il n'y a aucune martingale, aucune formule magique qui viendrait tout régler. Reste, une fois cela admis, à choisir entre deux voies. La première, la plus complexe, consiste à tenter de se sortir de cette situation par le haut, d'en prendre la mesure, d'acter la fin de la mondialisation, de regarder en face nos faiblesses et de s'atteler à reconstruire une économie et des chaînes de production dignes de ce nom. C'est un travail titanesque qui implique des transformations d'ampleur, des ruptures majeures, des expérimentations, le retour sans doute à des formes de planification progressivement abandonnées depuis les années 1970, mais aussi un nouveau pacte social visant à valoriser comme jamais auparavant les métiers de production. C'est en perspective un changement majeur, un changement systémique, on pourrait presque dire une révolution économique et sociale visant à dépasser les contradictions du modèle actuel afin de ne pas mourir avec lui. Évidemment, nous n'avons pas ici les détails d'un tel projet, même si nous en avons déjà esquissé des lignes par le passé et que nous comptons bien continuer d'y travailler. Si le chemin était clair, la France serait déjà engagée dessus. Le principal problème ici, encore une fois, est que ceux dont on serait en droit d'attendre, alors non pas des projets livrés clés en main, mais tout simplement qu'ils y travaillent, qu'ils réfléchissent, qu'ils s'écharpent même sur les contours de ce grand chantier. Eh bien, ces personnes-là préfèrent aujourd'hui se dissiper en vaines polémiques, en débats stériles et en postures ridicules. Ce qui non seulement laisse le pays désarmé et sans préparation dans la tempête, mais qui, plus grave encore, le laisse entre les mains de ceux qui ont choisi de nous mener sur la deuxième voie, celle du rabougrissement, du déclin et au final de la mort. Car ne nous y trompons pas, c'est bien là la voie qu'a choisie pour nous Emmanuel Macron. Plus concrètement, celle consistant, face à une crise de l'offre, à privilégier, à la reconstitution de l'appareil productif, l'adaptation de la demande à l'offre. En des termes plus simples, il s'agit ici de réduire les moyens de la population pour que celle-ci revoie ses besoins à la baisse. En résumé, appauvrir les Français afin de réduire les tensions sur le marché des biens. Une tactique qui fait ses preuves. Clairement, si demain votre salaire est divisé par 2, il y a de fortes chances que vos achats s'en ressentent dans les mois à venir. Une manière de rationner la population par le marché. Il est vrai un peu plus subtil que les tickets de rationnement mis en place en temps de guerre. Officiellement, vous avez le droit d'acheter tout ce que vous voulez. Vous êtes uniquement privé de la capacité à le faire. Bien sûr, c'est là un exemple caricatural. Il n'est pas question aujourd'hui de diviser les salaires par 2. Du moins pas encore. Mais quand les prix augmentent plus vite que les revenus, quand les banques centrales décident d'augmenter les taux d'intérêt et de durcir l'accès au crédit, l'objectif poursuivi est en fait du même ordre, tout comme la conséquence sur les ménages. Une réduction de pouvoir d'achat destinée à corriger un excès de la demande au regard de la quantité de biens en circulation. Et seul le moyen d'y parvenir varie. Ici, une inflation diffuse, moins immédiatement ressentie qu'une baisse de salaire direct. Surtout si, les hasards du calendrier faisant décidément bien les choses, cette inflation bat ses records au moment même où l'on supprime les tickets de caisse, écologie oblige. La même écologie d'ailleurs qui permet de gommer les mots de rationnement et de restriction pour leur préférer celui de sobriété. Le tout pour faire bien comprendre aux Français que la planète se porterait sans doute mieux s'ils acceptaient une nouvelle dégradation de leur niveau de vie. Mais quand de tels leviers ne suffisent plus, que malgré l'inflation, malgré le chantage à l'environnement, les Français s'obstinent à vouloir manger, se chauffer ou mettre de l'essence dans leur voiture pour aller au travail, un gouvernement se doit parfois d'employer des moyens plus drastiques. Et c'est là que la politique d'Emmanuel Macron prend tout son sens. Réduire les allocations chômage, condamner les gens à une retraite au rabais, préparer dès maintenant une nouvelle loi travail dont on se doute déjà qu'elle affaiblira les capacités de négociation des salariés dans l'entreprise, ne sont-ce pas là des moyens, parmi d'autres, de restreindre le pouvoir d'achat global des Français, de diminuer directement leurs revenus après l'avoir déjà réduit de manière indirecte ? N'est-ce pas là, pour notre président, une manière de préparer à ce qu'il avait appelé en août dernier la fin de l'abondance ? Dans tous les cas, que cela soit pensé ou non dans cette optique, le résultat sera le même.
Or, une telle politique n'est aujourd'hui pas viable, pas à long terme. Si par le passé, des gouvernements ont déjà procédé de la sorte, on parlait alors de rigueur, d'austérité ou de traitement de choc, cette fois, nous l'avons vu, la crise est structurelle et le déficit d'offres tendanciel. Il ne se résorbera pas parce que nous nous serons serrés la ceinture pendant quelques mois. Cette voie, celle consistant à dégrader les conditions de vie de millions de gens, est sans issue et ne peut mener qu'à toujours plus de troubles politiques, économiques et sociaux. Alors, pour retarder l'échéance, Emmanuel Macron fait comme tous ses prédécesseurs. Il ment sur la situation économique. Il nous fait miroiter une croissance miraculeuse de l'emploi et de l'activité. Il se pose en champion d'une prétendue réindustrialisation totalement fantasmée, qui était par exemple au cœur de son intervention télévisée du 22 mars, et sur laquelle nous reviendrons certainement dans une prochaine vidéo. Malheureusement pour lui, ce qui pouvait faire illusion il y a 50 ans ne fonctionne plus. La réalité devient trop brutale pour être masquée par de simples tours de passe-passe. Elle appelle des réponses concrètes. Et si ceux qui nous dirigent, ou aspirent à nous diriger, s'obstinent à naviguer à vue, sans autre projet que de mettre sous le tapis les conséquences désastreuses de leurs décisions, il semble évident que les choses ne pourront bientôt que très mal finir pour eux. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ce que nous y révélons, et notamment sur la richesse nationale, vous permettra de mieux saisir la situation dans laquelle nous nous trouvons en tant que nation. Alors, tout cela est bien sûr lourd à digérer, mais il faut bien comprendre que la situation politique, sociale, économique est aujourd'hui infiniment plus complexe qu'elle ne l'était il y a quelques années. Aujourd'hui, nous payons des choix qui ont parfois été faits avant notre naissance, des décisions politiques qui pour certaines sont passées totalement inaperçues lorsqu'elles ont été prises, mais dont les conséquences rejaillissent brutalement à la faveur de la crise systémique que nous vivons. Et cela, croyez-nous, vous n'êtes pas les seuls à le ressentir. Vous vous étonnez peut-être ces derniers mois du peu de vidéos qui sortent sur notre chaîne. Eh bien, c'est la conséquence directe de cette situation particulière. Il nous serait facile de sortir encore, comme nous le faisions à nos débuts, une vidéo par semaine. Mais nous serions alors dans la pure réaction à l'actualité. Et au final, nous n'apporterions rien de plus que les autres médias. Et notre rôle au fil d'actu, c'est de donner du sens à ce qui se passe. Et ce qui se passe en ce moment implique beaucoup de réflexion. Certes, nous sortons moins de vidéos qu'avant. Mais ce que vous entendez ici, vous ne l'entendrez nulle part ailleurs. Et c'est notre fierté. Alors on ne va pas vous mentir, une vidéo comme celle que vous venez de visionner, ce sont des semaines et des semaines de travail. Un travail d'écriture, de tournage et de montage, bien sûr, mais surtout un travail de recherche, de lecture, de prise de notes, de réflexion. Un travail qu'on ne se voit pas ne pas mener aujourd'hui, tout simplement parce qu'on a la chance de pouvoir le mener. Et qu'on pense qu'il est plus utile qu'une énième vidéo pour vous dire que taper sur des manifestants, c'est pas gentil. Et si vous aussi, vous trouvez ce travail utile, alors c'est tout ce qui compte. Pensez juste dans ce cas à le partager autour de vous pour donner à d'autres l'opportunité de le connaître. Nous, on est à votre service, au service du pays, au service de la collectivité, et soyez assurés qu'on ne l'oublie pas. Ce que nous n'oublions pas non plus, c'est que ce travail, nous pouvons le faire uniquement grâce à vous, et tout particulièrement grâce à ceux qui le financent via notre page Tipeee, dont le lien se trouve en description, donc sous cette vidéo. C'est grâce à votre soutien, à vous tous les tipeurs, que le fil d'actu reste aujourd'hui un média 100% indépendant. Donc nous n'avons pas de riches mécènes derrière nous, nous ne touchons aucune subvention et nous refusons catégoriquement de faire de la publicité et des placements de produits. Cette indépendance, c'est la garantie de notre liberté totale de réflexion et de parole. Donc merci infiniment à vous les tipeurs de rendre cela possible. Et si vous aussi vous souhaitez être les garants de notre indépendance, de notre sérieux et de notre loyauté, on ne saurait que trop vous inviter à soutenir le fil d'actu, ne serait-ce qu'à hauteur de quelques euros par mois. Il vous suffit pour cela de vous rendre sur notre page Tipeee en cliquant sur le lien en description sous cette vidéo et de vous laisser guider. On vous dit merci d'avance et bienvenue dans l'aventure. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, pensez bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos différents réseaux, Facebook, Twitter et Instagram, afin d'être sûr de ne rater aucun de nos nouveaux contenus. Pensez également à laisser un pouce en l'air et un commentaire sous cette vidéo, ça fait plaisir, ça améliore son référencement YouTube et c'est toujours un plaisir de vous lire. On se dit à très vite pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.